Dans le désert, un léger souffle ouvre et ferme les portes de la nuit et du jour. Rien ou presque ne vient briser le silence de cathédrale enveloppant cette architecture de pierre. Ici, l'être humain est en survie. Il semble d'ailleurs n'avoir jamais habité ces terres inhospitalières. Et pourtant, les falaises de certaines vallées gardent l'empreinte de sa présence. Dans le massif du Messac, à l'extrême sud-ouest de la Libye, un étrange bestiaire s'offre en procession. Crocodiles, lions, girafes et rhinocéros s'élancent dans la roche pour mieux défier l'éternité. Ils ne sont pas nombreux ceux qui se sont aventurés jusqu'ici, bravant les tempêtes de sable, le manque d'eau, les chaleurs extrêmes et la solitude. Pendant longtemps, on a ignoré jusqu'à l'existence de ces gravures rupestres. Certains pensent même que les découvertes les plus récentes ne seront pas vraiment les dernières. Mais qui étaient ces graveurs? Quand et pourquoi ont-ils orné ces pans de roches brutes? Comment peut-on imaginer leur monde? Pour parvenir au seul recensement des milliers de gravures nichées dans les étroites vallées du Messac, un archéologue, Jean-Loïc Lequellec, y est revenu chaque année depuis 14 ans. Il a sans doute rêvé à une grande expédition, seul capable de percer les secrets du désert. En octobre 2000, un frêle camp s'est posé au pied des dunes de l'ergue de Mourzouk. Une grande aventure archéologique débute grâce à une autre expédition lancée, elle, à la découverte des entrailles de la Terre. Voilà le document qu'il nous faut pour bien comprendre l'endroit où nous travaillons en Libye. On est basé ici, à Tripoli. Et là où on travaille, c'est sur ce bassin qui s'appelle le bassin de Mourzouk, sur lequel on a un permis principal, le NC 191. On est à 800 km plein sud de la ville de Tripoli. Et on est en train de travailler sur un bassin qui est pratiquement gros comme la France. On cherche du pétrole dans un endroit un petit peu qui ressemble à ce qu'on a vécu dans les années 50 en Algérie. 50, 55, c'est un petit peu le début de l'exploration pétrolière en Afrique du Nord. Aujourd'hui, on revient ici, sur cette plateforme, mais en Libye. Et là, à nouveau, on va chercher du pétrole dans une zone qui est quasiment inconnue. Sur les engagements qu'on a pris vis-à-vis du gouvernement, on s'est engagé à tirer 3000 km de sismique. Donc c'est imager le sous-sol et forer depuis, c'est-à-dire pénétrer le sous-sol. La sismique, c'est finalement comme un peu une échographie du sous-sol. Alors là, exactement, la sismique, c'est on va créer des ondes sonores à très basse fréquence dans le sous-sol, provoquer des ébranlements, des mini-séismes, et on va enregistrer ces échos qui vont remonter à la surface et qui se seront réfléchis à différentes couches géologiques. L'objectif, c'est de construire des images du sous-sol, de fabriquer des coupes verticales du sous-sol pour connaître et identifier la morphologie, la géométrie du sous-sol. Les équipes sont organisées autour de 2 camps de base qui sont aujourd'hui installés ici. Donc ces camps de base évoluent, on les positionne à différents endroits et aujourd'hui ils sont positionnés là. Un qui opère le champ de dunes et l'autre qui opère en ce moment la partie nord du Messac.
Hi Tim, this is Olivier from Tripoli. How are you? So what's the temperature tonight? Right. Okay, just a quick call to know how it's going down there. Quick question just to confirm that the two archaeologists will go back on the plane, which is not scheduled on Monday, and I will go down on Monday as well, so you will be there to... Les deux camps de l'expédition sont d'éphémères oasis, régis par des règles strictes. Dans le désert, la vie est fragile. Ce territoire, grand comme 2 départements français, est quasiment inexploré. En journée, les équipes s'éparpillent sur des pistes balisées. Dès que le soleil décline, elles rejoignent leur refuge. Le camp rappelle ceux des légions romaines. Les bâtiments principaux entourent une esplanade carrée. Tout autour, les tentes des ouvriers et les zones de maintenance d'un matériel sous haute surveillance. Avant même cette implantation, une étude destinée à évaluer le patrimoine de la région avait révélé qu'il était impossible de faire un pas dans la zone de prospection sans découvrir des vestiges paléolithiques et néolithiques. Ce désert est un trésor qu'une équipe franco-libyenne d'archéologues doit inventorier et protéger. Le Messac était connu pour ses gravures. L'expédition peut enfin découvrir les traces laissées par les graveurs. L'archéologue Jean-Loïc Lequelec a 1 an pour évaluer la richesse d'un gisement qui commence à quelques mètres du camp. C'est parmi les premiers objets vraiment bien façonnés. On a dégagé ici, en enlevant des éclats régulièrement tout le tour, on a fait un talon bien arrondi. Voilà, on voit bien tous les enlèvements ici, c'est bien enlevé. Et on a conservé ici un grand enlèvement, un peu moins grand ici, de manière à déterminer un tranchant. Et donc la partie active, c'est celle-là, hein, c'est ça qui tranche ici. Voilà. L'âge de ça se mesure en centaines de milliers d'années. Hein. Alors quand on trouve quelque chose, au cours de la prospection, évidemment on ramasse rien, on laisse tout sur le terrain. Simplement on donne un numéro, on note ce qu'on a vu, donc voilà. On dit, si on connaît la matière, donc grès quartzite par exemple, beige, veiné de rouge, voilà. On prend le point avec le GPS, voilà. Donc ça permet ensuite de répartir toutes les découvertes. On met ça sur les cartes. Donc 04 98 702 279 56 32. Voilà. Et puis pour documenter, comme on a une base de données sur laquelle on peut mettre des images, on fait une photo avec une échelle. Comme ça évite de prendre les dimensions. On les a sur la photo. Voilà. Et voilà. Ah bah il y en a un autre là, tiens. Ah non, en fait c'est pas un hache, ça c'est une hache du coup. Pour couper des arbres. Qui est faite dans une belle quartzite, un grès quartzite en fait. On a bien les enlèvements bien réguliers tout le tour, là c'est parfaitement régularisé. Hein. Un tranchant ici, le talon. Et c'est un outil qui était emmanché, avec sans doute une espèce de gaine, et un manche ensuite. Voilà. Point de vue culturel, chronologique, tout ça, ça n'a absolument rien à voir avec l'autre objet qui était juste à, combien là, 2 mètres. Et on les trouve l'un à côté de l'autre pratiquement. Hein.
Ça, c'est néolithique, c'est-à-dire autant l'autre est paléolithique, c'est-à-dire son âge se mesure en centaines de milliers d'années. Évidemment, il faudra avoir un contexte pour être un peu plus précis, mais ça peut être 200 000, 300 000. Et autant là, il faut enlever de zéro. Et l'âge se mesure en milliers d'années. Donc ça peut être du 5000 ans, quelque chose comme ça. Et évidemment, le problème, là, c'est que tout a été réduit au même étage. On a un phénomène qui s'appelle la déflation, c'est-à-dire ça souffle, le vent souffle toujours. C'est lui qui a formé les dunes, là, en accumulant les grains de sable. Et il a chassé le sol. Il n'y a plus de sol, ici. Et donc, on a une image d'Épinal de l'archéologue en Europe qui creuse pour trouver les choses. On fait des fouilles. Fouiller, c'est bien creuser. Et le but de l'archéologue, c'est de trouver des strates, trouver des couches, les plus anciennes étant les plus profondes, en gros, quoi. Ici, ça ne marche pas du tout, ça, parce qu'on n'a plus le sol. Ce qui fait que tous les objets qui ont été, à un moment donné, peut-être dans des couches différentes, hop, tout ça s'est compacté et on a tout au même niveau. Ah, il y a un truc pas mal, là. En fait, c'est une petite hache métallique, en fer. Et c'est une hache Touareg. Et donc c'est récent, c'est relativement récent en tout cas, parce qu'il n'y a plus beaucoup de Touaregs dans la région. Il y en a encore quelques familles, mais c'est le siècle dernier, quoi, à tout casser. Et alors elle est là, juste à côté d'une meule. Bon, une meule pour moudre du grain, qui, elle, est néolithique. Donc il y a plusieurs milliers d'années d'écart entre les deux, quoi. Et une fois de plus, tout ça, ça se retrouve au même étage, sur le sol. C'est vraiment un problème au Sahara en général. On a vraiment des choses d'époques très, très, très différentes, qui se retrouvent côte à côte. Alors souvent, on est très embêté avec ça. La carte satellite du bloc 191 a été quadrillée par 3600 km de lignes. La prospection peut commencer. Here, we'll be working along the line, following like this. Okay. La ligne n'est d'abord qu'une droite virtuelle que les équipes doivent explorer. Sur le terrain, elle ressemble plutôt à un enchevêtrement de relief. Les archéologues, associés à chaque étape de la prospection, identifient et marquent les sites. Chaque point relevé au GPS est reporté sur une carte informatique. Ce premier pistage permet d'établir un tracé préservant scrupuleusement le patrimoine archéologique, minéral et végétal. Trouver un passage devient vite une obsession. Pour définir la meilleure route dans un paysage chaotique, il faut parfois faire des centaines de kilomètres dans un mouchoir de poche. Scouting trip we did the other day. Yeah. That's everything we did in 2 days. You know, when we were going around all over the backwards and forwards through wadis. How many kilometers did we? So in total we did something like 465 kilometers in 2 days. Yeah. Grâce au satellite, les opérateurs GPS dessinent ensuite le couloir de vibration. Ils parcourent 2 lignes parallèles. La première sera empruntée par les camions vibrateurs. La seconde correspond aux câbles des géophones qui enregistreront la répercussion des secousses sismiques. Sur cette bande large de 25 mètres, les archéologues identifient, répertorient, photographient le moindre amoncellement suspect. Cette description rejoindra la base de données informatique dressée depuis le début de l'expédition. Une course au trésor s'engage sous un soleil de plomb.
Les lignes progressent partout. Les équipes avancent. Patrouilles fantômes, parties en quête de l'horizon. Dans l'océan de dunes de l'ergue de Mourzouk, la ligne ne fait aucune escale. Quelques jours après le passage des camions vibrateurs, la piste ne sera plus qu'une vague trace avant de fondre totalement dans la masse des dunes. Le désert est affamé, il dévore les empreintes des hommes. So on this record here, should be up this way, you see the geophone stations along the surface here, the vibrators in the middle, and this is the response from the geophones. So you see the further away the geophones are, the longer it takes for the seismic energy to get to the geophones. La Terre a l'Ordovicien, il y a 450 millions d'années. À cette époque, Amérique du Sud et Afrique ne formaient qu'un seul et même continent, le Gondwana, situé sous les glaces du pôle Sud. La Libye était alors couverte d'une épaisse calotte. Dans leur lent mouvement, les glaciers creusèrent de profondes vallées, ne laissant devant eux que des buttes de sable. Pendant quelques dizaines de millions d'années, la dérive des continents rapprocha l'Afrique de zones plus clémentes. Il y a 410 millions d'années, au Silurien, la fonte des glaces provoqua l'inondation des vallées. Des mers intérieures se formèrent. Les graptolites, étranges êtres vivants, colonisèrent cette mer avec des planctons et des algues microscopiques. Ils y vécurent et y moururent pendant des millions d'années. Le pétrole provient de la décomposition de ces matières organiques qui se déposèrent en même temps que de la vase, future argile. Le milieu d'accumulation étant peu oxygéné, la transformation en hydrocarbures commença au rythme de la sédimentation. Les matières organiques subirent une première transformation par les bactéries. À cause du poids des autres couches sédimentaires, la matière organique s'enfonça dans le sol. Parvenant à des profondeurs de 1500 à 2000 mètres durant la fin du Crétacé, voilà 65 millions d'années, la matière, subissant une forte pression, commença à cuire. Elle se transforma en pétrole. Ce pétrole, moins dense que la roche qui l'entourait, débuta sa migration vers la surface. Il emprunta tous les chemins possibles, mais il fut souvent bloqué par des couches imperméables. Il fut alors confiné dans des pièges comme les buttes de sable laissées par les glaciers de l'Ordovicien.
C'est ce type de piège que cherchent les géophysiciens en provoquant des secousses sismiques. Le long des lignes de géophones, d'énormes camions vibrateurs expédient une onde dont l'amplitude sera répercutée par les couches géologiques qu'elle traverse. C'est en observant ces courbes enregistrées par les géophones que les géophysiciens établissent une carte du sous-sol. John Lake? Right, die kant weer. Allô Alexandre? Est-ce que tu as trouvé quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Je crois être tombé sur un atelier de débitage paléolithique, un truc incroyable à l'extrême sud du bloc. Bah écoute, à ce moment-là, je passe demain, et puis comme ça on pourra regarder ça ensemble, ok? Ok. D'accord. Toujours plus au sud, le camp de base S5 est posé sur la berge d'un océan de sable. Des dunes hautes comme des montagnes ondoient à perte de vue. Salut. Salut. Alexandre, je suppose. Bah oui. Ça va? Ouais. Ça se passe comme il faut? Ça se passe comme il faut, ouais. Super intéressant. Ouais. Un peu à la fois super excitant et super frustrant. Et ouais, parce qu'on passe à côté des choses sans pouvoir trop s'arrêter, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Mais en même temps, la récolte de données est phénoménale, quoi. Ouais. Ça, c'est incroyable. Il y a plein de choses à te montrer, à discuter. Donc là, on va essayer de descendre. T'es disponible aujourd'hui? Ouais, je me On va essayer de descendre un petit peu dans le sud. Bien. Ok. On se met en route. Ouais. Le Messac est un paradis pour préhistoriens, où chaque découverte ressemble à un sésame vers le passé. Pendant des milliers d'années, les hommes ont transformé ce manteau de blocs sombres en carrière à ciel ouvert. C'était il y a 100 000 ans. Le Paléolithique, l'âge de la pierre taillée, porte bien son nom. Ici, l'atmosphère magique semble encore résonner du bruit mat des pierres éclatées. Tout de suite, ça commence, quoi. Vraiment, c'est fou tout ce qu'il y a. Ici, ils étaient très bien installés. Ils avaient un petit peu d'eau à proximité, ouais. De la matière première à profusion. En abondance, ouais. Ah, voilà quelque chose de splendide. Emplacement de débitage, mais alors là, exceptionnel. Là, il y a du monde, hein. Oh là là. Ah oui, il y a quelqu'un qui s'est installé là, tranquille, et qui a débité. Hein. Là, ils étaient pas mal quand même, parce qu'on est sur un petit bombement, là. Il y a le wadi qui coule, on peut imaginer que c'était en eau à ce moment-là. Ils étaient vraiment à proximité. Bon, ici, il y avait la matière première à disposition. Ensuite, le genre de pierre, ça m'étonnerait quand même un petit peu qu'elle soit redressée toute seule. L'autre là-bas qui est posée en biais sur une autre aussi, elle n'est pas venue toute seule. Et on a quand même l'impression que tout ça c'est organisé. Il y a des pierres de plus gros modules qui forment un grand cercle. Et c'est au milieu qu'on trouve tout le débitage, un peu les éclats de petite taille, sans doute une petite zone pour la finition, effectivement. J'imagine bien le type qui s'assoit et qui taille, parce que tout autour, là, tout ça, c'est
du débitage. Tous les petits éclats sont là. C'est une chose que j'essaie d'expliquer aux gens avec qui... Quelques outils quand même. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il est beau celui-là. Les petites retouches. Ouais. Petit racloir. Ouais, puis ça continue de l'autre bord. L'ivresse de la découverte. En Europe, il aurait fallu des dizaines d'années à des armées de fouilleurs pour dégager un tel site. Ici, aussi loin que le regard se porte, il balaye des hectares de pierres travaillées. Et au milieu de ce magnifique chaos, Jean-Loïc découvre soudain l'indice prouvant que les gravures du Messac datent bien du néolithique. Malheureusement cassé. Une oreille peut-être. Et encore un bout qui va où lui? C'est tout à fait le style des belles gravures du Messac. Ça c'est vraiment super. Ouais, c'est bien parce qu'au moins ça permet de... On est sûr que la meule c'est néolithique, hein, donc c'est la gravure aussi. Et ça nous donne une date en fait pour les gravures du Messac qui sont dans ce style. Non, parce qu'il y a du travail, hein, parce qu'ils ont réussi à faire le dessin en fait en relief sur la meule en enlevant toute la partie périphérique au dessin. Et il y a plein de gravures qui sont faites avec la même technique. C'est un objet de luxe, hein, ça c'est sûr, parce que vu le travail pour graver ça, bonne journée. Comme chaque jour ici, depuis que je suis ici, je vois des trucs extraordinaires tous les jours. Bon, on peut peut-être aller un peu plus au sud, là il y a juste le prochain wadi, il y a un site à gravure qui est pas mal justement. Parfait. Allez voir, on doit avoir le temps d'y aller. Hein. Regardez là. Là, on voit bien comment ils ont fait. Hein. Pour les petits bovins, là, ils ont gravé le bovin, ils ont régularisé la surface à l'intérieur, ils ont enlevé toute la roche tout autour, ce qui fait que le bovin, il sort de la roche, quoi, hein, il est pratiquement en bas-relief. C'est exactement la technique qui est utilisée sur la meule qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Et puis il y en a un qui a tout un arrimage dans les cordes. Là, on voit bien, il y a le bâton. Ah, ouais. Et puis sur le bâton, il y a des objets arrondis. Et il y en a un autre en dessous qui sont attachés au bâton. Et ça, c'est l'équipement de la tente. On a des images qui sont plus précises où on le voit vraiment très 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 bien. Donc c'est les pasteurs hein, qui nomadisaient là dans la région. Hein. Il y a quelque chose comme 6000 ans, 6500 ans, quelque chose comme ça. Ils sont splendides. C'est vraiment beau. Hein. On a l'impression que c'est dessiné comme ça, à main levée. Il y a une sacrée maîtrise de la technique. La région du Messac, comme le reste du Sahara, n'a pas toujours été un désert. Entre 18 000 et 3 000 avant notre ère, le nord de l'Afrique a connu une succession de périodes hyper-arides, humides et arides. Cette alternance a conditionné l'apparition des sociétés humaines. Après avoir récolté les graminées sauvages, les chasseurs-cueilleurs préhistoriques ont utilisé des meules à grains
pour produire une farine transportable. La population a augmenté. C'est alors que les chasseurs ont envisagé de capturer vivants certains animaux. Un autre monde commençait. Désormais, les bovins allaient revêtir une importance primordiale dans les représentations artistiques. Il y a 6000 ans, la savane du Messac était déjà en cours de désertification. Mais l'homme n'était plus à la merci de la nature, il la domptait et la modifiait à sa convenance. Mais était-il sédentaire ou nomade? Était-il simplement pasteur ou vivait-il aussi de la chasse? En quelques semaines, les archéologues ont recensé plusieurs centaines de sites. Pour la première fois, ils peuvent tenter d'imaginer l'univers dans lequel évoluaient les artistes du néolithique. Jean-Loïc est convaincu que les pasteurs et leurs troupeaux, réfugiés dans les wadis du Messac durant la saison sèche, s'aventuraient dans les grandes plaines en période humide. Pour vérifier cette hypothèse, il veut suivre une piste menant vers la région des lacs asséchés. En abordant la plaine, à peine sortis des wadis, les premiers indices apparaissent. Ah oui, ben voilà. Ok. On s'est arrêté à cause des tas de pierres, là. Évidemment, ça paraissait un petit peu bizarre. Et effectivement, on a deux belles meules ici, bien néolithiques. Et à côté, je me demande si ça, par hasard, ce serait pas une molette. Eh ben oui, voilà. C'est brûlant, hein. Ouf. Donc c'est la molette qui va avec. Alors ça c'est bizarre parce que c'est entièrement un gros bloc qui est entièrement bouchardé ici, ça a été entièrement piqueté, régularisé. Et en fait je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, c'est tout régularisé. Ah bah c'est une meule, voilà. C'est tout simplement une meule. C'est une meule comme les autres, mais celle qu'on a vue tout à l'heure. Sauf que les autres ont été très usées, c'est pour ça qu'elles sont beaucoup moins épaisses. C'est là le début d'utilisation. Voilà. Et on comprend que des nomades, ils s'encombrent pas avec ça et qu'ils le laissent sur place. Et qu'ils savent qu'ils vont la retrouver à chaque fois qu'ils reviennent. C'est un campement temporaire, ils sont en train de se diriger de campement en campement, et ils nomadisent, mais pas au hasard. C'est-à-dire ils savent qu'ici, ils vont retrouver cette chose-là et ils vont l'utiliser. Ici on a sans doute une belle molette. Et oui, voilà. Elle est cassée malheureusement. Mais ces grosses molettes globulaires comme ça, elles ont une espèce de forme qui est toujours la même. Elles sont toujours calibrées à peu près à la même dimension.
Ça fait un gros œuf comme ça, bien régulier. C'est entièrement régularisé, ça c'est pas du tout naturel, hein, cette forme-là. Ça a été vraiment façonné par l'homme. Hein. Et en dessous, on voit bien qu'il y a une partie qui a été bien régularisée, qui est bien ovale, qui est parfaitement régularisée ici, un petit peu rebouchardée. Et donc, on s'en est servi pour moudre du grain. Et c'est brûlant, évidemment, ça fait 40 degrés ou 50, je sais pas, mais c'est vraiment très chaud. C'est vraiment très très beau. Et voilà. Là, c'est une meule. On la remet à sa place. Bon, ça doit en être une autre. À tous les coups. Et voilà, encore une. Ça, c'est taillé. On a un plan de frappe ici. Les gens ont percuté ici avec un percuteur qui sert de marteau en fait, hein, et ils ont détaché l'éclat qui est là, dont on voit la trace de l'enlèvement. Et ensuite, à partir de ces éclats, on peut les remodifier pour faire un outil. Il y a d'autres enlèvements, voilà. Il y a quelqu'un qui a taillé ici. Ce serait bien si on pouvait trouver de la poterie même. Ici, là, on voit bien que les pierres forment un petit cercle. On le devine quand même bien. Évidemment, c'est un petit peu désorganisé avec le temps. On voit un cercle de pierres. Là. Et partout, il y a toujours ces petits amas. Voilà, avec des pierres rubéfiées, rougies par le feu. Il y a des gens qui se sont assis là, il y a 6000 ans, autour du feu. Plateaux, falaises et dunes. Le paysage n'a pas changé depuis le néolithique. La savane, sa faune sauvage et les hommes se sont simplement volatilisés. Lancé dans cette immensité, Jean-Loïc scrute le désert. L'atmosphère est étrange. L'archéologue emprunte des pistes abandonnées depuis des millénaires, mais pour lui, les traces paraissent si fraîches. Il semble être le seul à voir les pasteurs néolithiques. Sur la route d'un grand lac asséché, Jean-Loïc s'arrête soudain au bord d'une saillie rocheuse patinée par les vents de sable. Son instinct et son expérience l'ont entraîné sur ce qui se révèle être la berge d'une ancienne rivière. Bah oui, évidemment, en longeant le bord de la rivière, tôt ou tard, on arrive sur des vestiges. Hein. Ça, c'est une belle poterie néolithique. Tout le long de la rivière, il doit y avoir des installations comme ça, temporaires, des gens qui passaient, peut-être pour aller au bord du lac, dans lequel se jette la rivière, tout à fait au bout là-bas. Le crépuscule s'annonce comme un répit. Les volutes de chaleur s'éloignent en dansant. Les ombres s'étirent le long de l'ancien cours d'eau ensablé. Un souffle parcourt les dunes. Et après une journée de quête sous un soleil brûlant, les paysages du passé semblent ressusciter.
quel genre de fantôme surgira demain sur les bords du lac? Et ben voilà, on a suivi la rivière et on arrive au lac. Donc c'est quand même un bel endroit, hein. C'est un lac qui doit faire dans les 50 km² là. Et on voit bien les différents niveaux. Et à l'endroit où on se trouve à peu près, il y a des gens qui sont venus évidemment quand l'eau était là. Ça a dû bien attirer les gens. Et on a quelques petits endroits où on voit des monuments néolithiques ou un petit peu postérieurs. C'est sûr que les gens ont dû suivre la rivière, eux aussi, pour venir jusque-là. Cette immense cuvette témoigne d'une époque où toute l'Afrique du Nord était parsemée de lacs. Ce désert en fusion a cristallisé le souvenir d'un temps où flottaient dans l'air les clapotis des vagues et les cris des pêcheurs. À l'horizon, les mirages de chaleur semblent encore refléter les roseaux effilés, les nénuphars bleus et la gentiane blanche. Alors évidemment, là, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre quelques notes, hein. On n'a même pas le temps de faire un bon plan du monument. Donc on fait un petit dessin, un plan grossier, on prend les dimensions au pas. On prend aussi évidemment l'orientation du monument, parce que ça c'est très important de connaître l'orientation du couloir. Et puis voilà, c'est tout, on est obligé de continuer, c'est une prospection, donc on ne peut pas s'arrêter. C'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien en savoir plus. On ne sait pas qui est enterré là en fait. Il y a quelqu'un certainement. On peut faire des comparaisons avec des choses qui ont été trouvées au Niger, mais c'est quand même un peu loin, c'est un peu risqué de projeter comme ça dans l'espace des comparaisons sur des très longues distances. Bon, on sait des choses quand même. On sait que les Touaregs de la région appellent ce genre de monument en fait Asensou Ijobaren. Asensou, c'est une tombe, c'est bien une tombe effectivement. Ijobaren, c'est les géants. Évidemment, ils sont très impressionnés par les dimensions de ces monuments-là. Ils imaginent que c'est des géants qui les ont construits. Et ils racontent que c'est leurs ancêtres, que ces Ijobaren, là, ces géants-là, étaient bien avant, sur le terrain, bien avant l'arrivée des Touaregs. Ce qui n'est pas faux, au fond, hein. Mais on aimerait en savoir plus, on aimerait connaître leur type physique, on aimerait savoir s'ils sont enterrés avec du matériel, s'il y a eu un rituel. Tout ça, pour ça, il faut un jour, peut-être, faire une fouille sur ce monument.
En 8 mois, les archéologues auront parcouru 3600 km et recensé plus de 2000 sites paléolithiques et néolithiques, en prospectant seulement une bande d'une largeur de 10 à 25 mètres. Les étendues situées à l'intérieur des carrés de ce quadrillage n'ont pas été visitées. Elles gardent secrète leur richesse. Pour la première fois, Jean-Loïc a pu établir un lien entre l'art pariétal et les autres vestiges laissés par les habitants de ces contrées. La découverte des meules à grains, ornées selon des méthodes particulières au Messac, a permis de dater les gravures rupestres de même style. Il a désormais la preuve absolue qu'au néolithique, les artistes nomadisaient pendant la saison humide, des wadis encaissés vers les régions dunaires. Évidemment, ici, c'est un paradis pour archéologues, hein, c'est sûr, et particulièrement pour préhistoriens. Mais c'est pas que ça, pour moi. Bien sûr, je suis préhistorien, bien sûr, l'art rupestre m'intéresse et me passionne. Bien sûr, ça me passionne d'essayer de trouver un contexte à cet art et de pouvoir le situer un peu dans le temps et dans l'espace. Tout ça, c'est passionnant. Mais déjà, l'art rupestre me tire vers autre chose, puisque dans les figurations qui sont là dans les wadis complètement desséchés maintenant, il y a des scènes qui sont proprement mythologiques. Donc moi, ça me tire du côté de l'interprétation mythologique, de la cosmogonie, c'est-à-dire comment les hommes se situent dans le monde. On est là, qu'est-ce qu'on a à dire sur l'endroit où on est, qu'est-ce qu'on en pense, comment on se sent là-dedans, tout petit ou pas. Et ces interrogations qui sont communes à tous les hommes, on voit déjà que les artistes de la préhistoire avaient les mêmes et qu'ils ont eu leurs réponses. Et que leurs réponses, elles passent par un canal artistique et que ce canal artistique me touche. Moi, du point de vue simplement de l'esthétique, de l'expression artistique, ça me touche, je trouve ça vraiment extraordinaire, ça m'émeut, voilà, tout simplement. Et il y a quelque chose de passionnant, effectivement, peut-être de s'approprier un petit peu tout un monde et essayer de le comprendre dans son ensemble, faire une espèce de grand zoom arrière, où on voit l'aspect désolé maintenant, des étendues avec quelques touffes d'herbe, et puis avec ce qu'on a vu depuis quelques semaines, quelques mois, une espèce de zoom arrière où tout ça, d'un seul coup, ça s'anime. On voit l'eau qui revient dans les rivières, on voit les arbres qui poussent. À la place des maigres acacias qu'il y a maintenant, on voit une petite savane, on voit les éléphants qui passent, on voit les girafes, et on voit les gens qui, à la saison sèche, reviennent dans les wadis, parce que c'est là que reste l'eau. Et encore aujourd'hui, c'est là qu'elle reste. Ils vont auprès des petites sources, et puis là, ils se mettent à faire leurs gravures. Ils représentent les girafes, les éléphants, les hippopotames, les poissons, les rhinocéros, etc. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Lorsque les troupeaux étaient dans les grands pâturages, les sculpteurs regagnaient les panneaux de roches brutes pour parachever leur composition. Certains tableaux ont été complétés à travers les siècles par plusieurs générations d'artistes. Pendant près de 2000 ans, ces hommes ont noté les évolutions de leur univers. « 4000 ans avant notre ère, le désert s'est refermé sur les pasteurs du Messac. Leurs gravures témoignent d'un moment dans l'histoire de l'humanité. Les artistes, vivant dans de somptueux paysages, souhaitaient rendre hommage aux forces d'une nature qu'ils tentaient de comprendre et de maîtriser. En gravant, les hommes ont également tenté de surmonter leur peur. Les animaux sauvages et domestiques symbolisaient ce qui les fascinait le plus, le miracle de la vie et de sa régénérescence. Vaincus par le désert, les habitants du Messac abandonnèrent définitivement leurs outils aux chaleurs suffocantes et se replièrent vers d'autres cieux. Après leur départ, le Sahara a englouti les meules à grains, les céramiques et les pierres taillées. Une période aride commençait. Nous en sommes encore les témoins.